Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous propose de découvrir avec moi et de feuilleter le jeu de rôle Meute, le jeu de rôle de Julien Moreau édité chez Édition John Doe. Un jeu qui a déjà quelques années, mais le supplément Errance est sorti plus récemment, et c'est un jeu de rôle que j'ai eu l'opportunité de lire en décembre et en janvier, et je voulais faire un retour YouTube sur ma lecture, parcourir les PDF avec vous, vous montrer un peu en quoi il consiste, parler des règles, du setting, et de ce que j'en ai pensé à la lecture. Donc Meute est constitué principalement de deux livres. On a le livre de base, 160 pages environ, en noir et blanc avec des illustrations, une écriture assez simple, une mise en page assez simple et bien faite, et Errance sur le même format, aussi 160 pages, aussi en noir et blanc. Ça fait un rendu très chouette dans la bibliothèque, les deux ensemble. À côté de ça, on a eu le droit aussi à un écran qui était sorti, il me semble, avec le tirage du livre de base au début. C'est un écran dont l'illustration est signée Olivier Sanfilippo, qui est à la même hauteur, donc plutôt du A5 que les livres, et qui est en 4 panneaux. C'est pas les écrans que je préfère dans le sens où il y a une pliure intérieure au milieu de l'écran, mais et voilà, 4 panneaux A5 d'une très bonne qualité en termes de production. L'intérieur est très utile pour le MJ. Globalement, c'est des infos assez utiles, à part peut-être un tableau qui est moins important que les autres, mais globalement, un écran utile, l'illustration est magnifique et la qualité est au rendez-vous. Les deux livres sont en couverture rigide, donc ça c'est top. Le papier est très agréable au toucher. Et à côté de ça, on a deux petits suppléments qui sont tirés. Je crois que ça, c'est pas trouvable dans le commerce, c'est seulement avec les financements participatifs. On en a un qui était un livret de scénario qui était paru avec l'écran de jeu. Ah, donc celui-là, il doit être disponible dans le commerce. Et un qui est sorti avec Errance, le supplément Errance. Et dans chacun de ces deux petits livrets de 32 pages couverture souple, enfin même pas couverture en fait, relié à grapher, on a à chaque fois deux settings de scénarios, plus de scénarios que de settings d'ailleurs. Donc Meute, qu'est-ce que c'est? Meute, c'est un jeu de rôle français, comme je l'ai dit. C'est un jeu de rôle où les personnages joueurs vont incarner ce qu'on appelle des neuris ou neuris. Ce sont des êtres humains qui accueillent un esprit loup et qui parfois se transforment en loup et possèdent la mémoire, on va dire mémoire génétique peut-être, ou en tout cas la mémoire de cet esprit loup qui possède et est accueilli par des ancêtres depuis des générations et des générations. Le principe du setting, c'est qu'on joue plutôt dans à notre époque, dans notre monde, mais on peut tout à fait jouer à une époque précédente. Rien ne nous empêche de jouer à une autre époque que le 21e siècle, même si le livre de règles et les settings proposés dans les livres et les scénarios nous proposent plutôt de jouer au 21e siècle. L'une des particularités fortes de Meute, c'est que on va donc jouer un humain qui accueille l'esprit d'un loup, qui parfois se transforme en loup, donc avec beaucoup de similitudes avec ce qu'on pourrait appeler un loup-garou, mais quand même beaucoup de différences aussi. Et le point important, c'est que cet esprit loup est dans la famille depuis des générations, ou en tout cas est réincarné de génération en génération, en sautant parfois des générations, etc. Mais donc les personnages joueurs jouent des personnages qui disposent de cette mémoire de loup et qui peuvent parfois vivre des flashbacks, des scènes, des scénarios à des époques différentes via la mémoire de leur loup. Ça apporte une dynamique très intéressante et ça fait qu'on peut tout à fait jouer une meute de Neuris au XVIIIe siècle, donc le setting de base c'est le XVIIIe, disons, et qu'ensuite on voyage quand même dans le passé via ses mémoires. Mais rien ne nous empêche aussi de jouer au XXIe siècle et d'avoir des mémoires plus anciennes, où on peut très bien même créer plusieurs personnages et jouer à différentes époques. Mais l'idée c'est qu'en fait un personnage joueur va toujours jouer le même loup, ou la même âme loup, et différents humains qui auront été les hôtes successifs de cette âme loup. Voilà, donc ça c'est le setting un peu, on va dire, euh, couvert très rapidement. Ajouter à cela, je voudrais dire que c'est un setting qui
a vraiment énormément de similitudes avec notre monde. Donc en fait, le postulat de départ, c'est que c'est notre monde, à notre époque ou à une autre époque. Et à ça, on ajoute un petit peu de fantastique et de merveilleux, principalement du fait qu'il y a ces âmes loups, ces neuries qui peuvent se transformer en loups, mais aussi d'autres animaux similaires, d'autres animaux totems qui existent, et aussi euh, d'autres facteurs. D'autres facteurs fantastiques, notamment par exemple on parle des incarnés, donc en fait chaque région géographique, que ce soit en France ou autre, a ses légendes et ses mythes, ses contes, et en fait ces mythes, ces contes, ces légendes vont s'incarner et donc prendre vie par moment à certaines époques, revenir, partir, etc. Et donc c'est un autre élément du jeu, mais ce n'est pas le seul, il y a aussi d'autres éléments fantastiques avec des créatures fantastiques. Il y a tout un espèce de monde caché derrière, dont les personnages joueurs, les neuries, sont au courant. Donc je vous propose de couvrir en assez bon détail le livre de base Meute. Je m'arrêterai à certains moments pour vous présenter le livre, vous expliquer ce dont on parle, vous parler un petit peu des règles, de mon ressenti à la lecture. Et après, par contre, pour tout ce qui est setting et scénario, j'irai beaucoup plus vite dessus, puisque je vous parlerai un petit peu de mon ressenti personnel, mais l'objectif n'est pas de spoiler des joueurs qui passeraient par là, ni de gâcher l'expérience des futurs MJ à leur lecture, donc j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail des settings et des scénarios. Donc le livre de base, écrit principalement par Julien Moreau avec l'assistance d'Emmanuel Garbi. On a un livre de 160 pages, on a une table de matière qui est sur 2 pages. On voit que les règles ne prennent pas énormément de place, hein. Les bases du système, c'est quelques pages. La création de meute, c'est encore quelques pages. Création de personnages, quelques pages. Le système de jeu et l'expérience, on parle de 15-16 pages. Mais c'est énormément de setting et de présentation de l'univers. Donc on vous parle de l'univers, des origines. En fait, il y a très longtemps, il y a une tribu qui était très proche de la nature et qui a fait un genre de rituel qui a permis de se lier aux loups et que l'âme des loups soit réincarnée dans cette tribu. Et donc les neuries sont les descendants de cette ancienne tribu. On explique pourquoi et comment ont évolué les neuries, notamment en France. Il y a, dans tout le livre et dans les extensions, on se concentre surtout sur la France. Et on parle de spécificité d'être un neurie, notamment qu'on commence cette connexion à comprendre qu'on accueille un loup, une âme de loup, par un premier rêve, et qu'on a des caractéristiques un petit peu particulières, que l'humain qui accueille un loup va vieillir plus lentement, va vivre plus longtemps, va avoir des capacités physiques plus développées, etc. etc. Et on explique qu'il y a des relations, donc il y a une relation, il y a une meute à chaque fois, hein, donc forcément ça va être une zone géographique, potentiellement une famille qui va accueillir plusieurs âmes-loups, et donc ces êtres humains qui accueillent des âmes-loups vont fonder une meute qui va avoir ses codes, ses habitudes, son territoire. Et forcément, autour de nous, il peut y avoir d'autres meutes. On parle aussi du fait que les incarnés, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des créatures qui apparaissent du fait de légendes et de mythes. Donc vraiment, là, on a une 10, quinzaine de pages peut-être qui présentent le setting, qui nous présente, c'est ça, 16 pages, qui nous présentent les particularités de l'univers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre notre monde à notre époque ou à une époque plus ancienne, et on va simplement coller ces 16 pages qui nous rajoutent les spécificités de l'univers. On rentre assez vite dans les bases du système. Le système est extrêmement simple. On va à chaque fois, en fait, quand on veut résoudre une action, on va prendre une poignée de dés, dépendant de certaines choses. On va lancer les dés et chaque 5 ou 6 va générer un succès. Et il va falloir obtenir un certain nombre de succès. Donc quelque chose une difficulté moyenne, ça va être 2 succès. Quelque chose de très difficile, ça va être 4 succès. Il va falloir obtenir des 5 ou 6 pour obtenir ces succès. Donc classiquement, on va en fait lancer un nombre de dés égal à notre valeur d'un attribut. Donc un personnage a 3 attributs. On va, par exemple, avoir 2 dans un attribut, on va lancer 2 dés. Et en plus de ça, on va pouvoir exploiter des vécus ou des mémoires qui vont nous rajouter des dés. Et si dans notre attribut on a une spécialité, nos succès seront sur 4+, au lieu de 5+. Je reviendrai plus dans le détail ce que sont les spécialités vécus et mémoires un petit peu plus tard dans le livre. Donc en cas de jet classique, on est face à un nombre de succès à obtenir, et en cas de jet en opposition, on va faire ça face au jet de l'opposition qui va aussi jeter un certain nombre de dés. Donc on a 3 attributs, chaque personnage est défini par 3 attributs: la dominance, le corps et l'esprit.
La dominance, ça va être la volonté, la force de caractère, le charisme. Le corps, ça va être le potentiel physique, sa puissance musculaire, sa vivacité. Et l'esprit, ses capacités mentales, sa mémoire, son intelligence, son esprit d'analyse, etc. On a des vécus, donc les vécus peuvent avoir un niveau plus ou moins élevé. On peut avoir un vécu par exemple boxeur, et donc on peut avoir boxeur 1, boxeur 2, boxeur 3, etc. Et ces vécus, quand ils entrent en compte dans un test, on va pouvoir ajouter 1, 2 ou 3D. Donc si j'ai boxeur 2 par exemple, ou boxeur à la retraite 2, et bien si je fais une action où le fait d'être boxeur devrait m'aider à résoudre cette action, et bien si j'ai boxeur à la retraite 2, j'ajouterai 2D à mon jet de dés. Ça c'est pour les vécus. Et pour les... alors on parlera après des spécialités. En plus de ça, un personnage peut avoir des relations. Donc les relations, ça va être des connexions avec d'autres personnages joueurs et d'autres personnages non joueurs. Et cette relation, elle va être gamifiée. Elle va pouvoir avoir des effets, notamment pour ajouter des D6 dans le lien de meute. Le lien de meute, ça va être une réserve de dés qu'on va pouvoir utiliser pour des effets particuliers et qui va aussi pouvoir permettre de réduire sa jauge de prégnance. Donc la jauge de prégnance, c'est une jauge qui va mesurer à quel point le loup est éveillé, à quel point le loup va peut-être prendre le contrôle du personnage joueur, ce qui peut apporter des avantages, mais aussi des complications selon où on en est dans l'histoire et ce qu'il est en train de se passer. Dès qu'on est en forme de loup, on va avoir des bonus sur certaines actions, forcément liées au fait qu'on est en forme de loup, et tous les personnages vont avoir accès à des mémoires. Donc en fait, la meute, comme je le disais, elle est formée par des esprits loups qui se réincarnent de génération en génération. Ces esprits loups gardent la mémoire de leur vie antérieure lorsqu'ils étaient déjà réincarnés, et donc une meute potentiellement a déjà des mémoires où chaque personnage joueur va en fait accueillir un loup qui a des mémoires communes avec les autres loups accueillis par les autres personnages joueurs. Donc on peut très bien jouer un groupe de personnages au XXIe siècle, mais tous ces groupes de personnages ont une mémoire très importante dont ils ont tous conscience, qui se passe à la Révolution française par exemple. Et donc cette mémoire, elle va avoir deux impacts. Elle va pouvoir permettre notamment de jouer des flashbacks, de connecter le scénario actuel avec des choses qui se sont passées à l'époque, mais aussi les personnages vont pouvoir un petit peu expliquer quel était le personnage à l'époque de cette mémoire que leur loup, auquel leur loup était connecté, et potentiellement vont pouvoir, grâce à cette mémoire, obtenir des bonus selon la force de la mémoire. Donc la mémoire va aussi être niveau 1, 2 ou 3, et on va pouvoir faire appel à cette mémoire en disant mon personnage à telle époque c'était un tireur chevronné ou un cavalier émérite, et donc quand je fais appel à la mémoire, je vais pouvoir avoir des bonus pour mon jet de dés quand l'action est en lien avec cette mémoire. Le lien de meute, comme je le disais, c'est vraiment une ressource de D6, et n'importe qui, n'importe quand peut piocher des D6 à partir du moment où leur prégnance est à un certain niveau éveillé, et ces D6 ils vont pouvoir permettre d'avoir des bonus pour une action, ils vont permettre de pouvoir se guérir de blessures, et ils vont pouvoir se permettre de se transformer en loup plus rapidement, presque instantanément. Si on n'utilise pas de D6 pour se transformer, ça prend quelques minutes de se transformer en loup. Donc ça, c'est vraiment les règles, 5-6 pages, c'est vraiment la base. Un pool de D6, 5 ou 6, c'est une réussite. Si on a une spécialité, c'est du 4+, il faut atteindre un certain nombre de succès. Directement après, on parle déjà de la création de la meute et de la création du personnage. La création de la meute, c'est quelque chose de très important, c'est vraiment la meute et les relations entre les loups et les personnages joueurs au sein de cette meute va avoir beaucoup d'importance dans le jeu de rôle meute, comme on peut s'en douter avec le nom du jeu de rôle. Et donc on propose plusieurs solutions de comment créer cette meute. Il faut un concept fort, il faut essayer de faire en sorte que tous les joueurs s'y retrouvent, et on peut faire en sorte qu'elle ait différentes caractéristiques, on va dire. Et il faut bien comprendre que meute se prête énormément à un système qu'on pourrait appeler bac à sable, un système où on va laisser beaucoup de liberté aux joueurs autour de la table, un système où on va tendre des perches, proposer des événements, des groupes qui vont avoir des objectifs différents, mais où en fait le groupe de personnages joueurs au sein de ce bac à sable va pouvoir un petit peu agir comme il le souhaite, aller dans une direction plutôt qu'une autre, faire des scènes de vie, etc., etc. Donc la création de cette meute est importante parce qu'elle va être au cœur de certaines parties, et elle va aussi impacter la dynamique de jeu.
Donc il faut trouver un concept, il faut choisir un peu son territoire. Donc en concept, il donne des exemples, hein, des pikers, une famille d'aristocrates, une bande de gangsters. Voilà, on peut trouver plein de concepts différents selon l'époque à laquelle on joue, selon la zone géographique. Il faut choisir un peu le territoire, quel est le territoire que la meute contrôle, où est sa tanière, donc vraiment son lieu important où ils peuvent se retrouver, et où est son terrain de chasse, puisque les Neri, par moment, vont devoir, on va dire, relâcher la pression et vont devoir chasser. Cette chasse, ça peut être une chasse un petit peu ritualisée, ça peut être une chasse un peu sauvage, ça peut être des animaux, ça peut être des humains, on peut imaginer énormément de choses. Mais donc il faut définir tout ça ensemble pour que tout le monde soit à l'aise et tout le monde ait une idée claire de comment cette meute va s'articuler. On va pouvoir, la meute, elle va disposer d'avantages, donc ça va être des mémoires, des suiveurs, des alliés. Donc les mémoires, comme je le disais, c'est ces souvenirs que tous les loups ont, qui vont permettre potentiellement d'obtenir des dés supplémentaires. Les suiveurs, ça va être des membres de meute, mais qui ne sont pas forcément sur le devant de la scène. Ils font partie de la meute, mais ils sont là un petit peu pour aider. Il n'y a pas forcément de relation entre un PNJ et un suiveur. On peut développer une relation, mais on n'est pas obligé. Et ça va voilà, ajouter des PNJ potentiellement qui vont aider, mais qui sont un peu au second plan. Et les alliés, ça va être des alliés qui sont on va dire, une aide potentielle, qui ont une influence, un certain pouvoir, mais ils font pas forcément partie de la meute, et potentiellement ils vont peut-être parfois demander une contrepartie s'ils doivent les aider. Après on va définir les menaces, quelles sont les menaces qui sont autour de cette meute, qu'est-ce qui menace la meute, et il va falloir définir un alpha. C'est un choix, je ne sais pas trop si c'était nécessaire, mais je pense que ça apporte du jeu, ça apporte il faut que tout le monde soit ok avec ça, mais ça apporte une particularité forte au jeu de rôle meute. Il faut choisir un alpha, et donc il y aura un personnage joueur qui incarnera un loup, qui est le loup qui va prendre les décisions et qui va asseoir son autorité. Et il y a tout un système derrière de devoir écouter l'alpha, mais aussi pouvoir remettre en cause les décisions de l'alpha, remplacer l'alpha, etc., etc. Mais donc dès le début de la création de groupe, on va devoir définir qui serait l'alpha au moment du début de la partie. Et après on va pouvoir créer un personnage, d'abord en définissant son loup, ses traits. Donc les traits, ça va être des choses qui vont vraiment définir comment le loup réagit et se réveille, et quel est son caractère lorsqu'il est révélé, et quel bonus il apporte. Donc il y a plusieurs exemples. Là, on a par exemple le dominant, l'égocentrique, le curieux, le prédateur, le sournois, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur. On a 3 pages, 4 pages ici où on parle vraiment de comment créer son loup. Et après, on crée l'homme qui accueille l'esprit de ce loup en définissant les 3 attributs, dominance, corps et esprit, les spécialités. Donc il y a 3 spécialités par attribut. Et quand on a une de ces spécialités, quand elle rentre en compte dans notre jet de dés, nos succès se feront sur 4+, au lieu de 5+. Donc par exemple, dans dominance, les spécialités sont volonté, charisme et empathie. Tandis que dans corps, les spécialités sont puissance, vivacité, endurance. Et dans esprit, c'est érudition, sens et instinct. Et après, pour notre personnage, on va pouvoir définir des vécus, par exemple un métier, un hobby, un pan de l'histoire, un trait particulier, etc., etc. Les vécus, on peut les utiliser de 2 façons. Une compétence, un savoir-faire, donc quelque chose qui va nous donner des bonus dans certaines situations précises, mais aussi comme élément narratif. Par exemple, on pourrait à un moment dire à notre MJ, eh ben moi, comme je suis un boxeur à la retraite, est-ce que je pourrais faire en sorte que je retrouve tel contact, peut-être quelqu'un que j'ai entraîné il y a 5 ans, et il m'en doit une, et donc il va pouvoir me donner une information, il va pouvoir venir m'aider ou m'accueillir dans telle ville. Voilà, ça peut être un peu un effet narratif, logiquement à valider avec le MJ, mais voilà, qui permet un peu aux joueurs d'avoir un impact et une façon d'amener du jeu, ou d'amener une solution, ou d'amener une façon intéressante de narrer les choses. Donc on choisit nos vécus, on peut créer des relations entre personnages joueurs, mais aussi entre PNJ et personnages joueurs. Les relations, elles doivent toujours être un petit peu ambivalentes pour qu'il y ait quelque chose de positif et de négatif, parce qu'en fait, quand on va faire appel à ces relations, on va pouvoir faire appel à ces relations pour différentes choses.
Déjà, la première chose, c'est que toutes ces relations, elles vont créer le lien de meute, donc ça va être le nombre de D6 dans lequel on peut piocher pour avoir des bonus, mais aussi on va pouvoir utiliser cette relation parfois pour donner des bonus à un allié, pour calmer le loup, et autre chose dont je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, il y a plein d'exemples, sachant que l'alpha a toujours une relation supplémentaire qu'il a avec tous les loups de la meute, qui est je suis ton alpha, qui a un effet spécial aussi qu'il peut appliquer une fois par séance. Ou une fois par scénario, je ne sais plus. Ensuite, on rentre dans plus des conseils de jeu. Je crois qu'on est encore dans les règles d'ailleurs. On parle encore de la prégnance, donc on parle de comment on augmente et on réduit la prégnance. Donc cette prégnance qui est un peu le seuil de à quel point le loup est réveillé, à quel point il risque de prendre le contrôle de l'humain. Et en fait, plus le loup va se réveiller, plus on va avoir des malus pour tout ce qui nécessite de la concentration. Donc le loup au début il est endormi, puis il passe en éveillé, attentif, vigilant, agité, puis révélé. Et révélé, c'est vraiment le loup qui prend le contrôle. Donc ça ne veut pas forcément dire que le loup s'est transformé, mais même s'il ne s'est pas transformé, c'est l'âme du loup qui va agir à la place de l'humain. L'humain, ses yeux vont devenir jaunes, et ça va être les traits du loup et les objectifs du loup. Et l'objectif décidé par le joueur et le meneur lorsque le loup se réveille et se révèle que le PJ va devoir continuer à jouer, quoi. On parle un peu plus du lien de meute, donc rajouter des D6 à sa poignée, se soigner, changer rapidement. Donc on détaille un peu plus des règles qu'on a déjà évoquées dans les pages précédentes, et on explique comment ressourcer ce lien de meute, comment rajouter des dés dans le lien de meute, puisqu'en fait c'est un pool de dés qu'on va consommer. Donc à la fin d'un scénario, on va pouvoir rajouter une partie des D6, ou tous les D6, c'est au choix du meneur de jeu. Et quand on va jouer une relation vis-à-vis d'un compagnon de meute, et qu'on coche cette relation, donc c'est une relation qui ne pourra plus être utilisée jusqu'à la fin du scénario, on va aussi ajouter un D6 dans ce pot. Donc c'est un lien qui se densifie, c'est le fait que la meute vit et interagit ensemble qui va redonner du lien à la meute et qui va permettre de pouvoir puiser dedans. Et en plus de ça, il me semble que quand on fait une chasse, donc on peut organiser une espèce de micro... C'est plus qu'un micro-jeu, c'est plus une micro-narration de on met en place une chasse, et cette chasse, elle va avoir plusieurs phases, hein, donc ce qui se passe avant la chasse, la traque, lever la proie, la poursuite, la mise à mort, etc. Et cette chasse, elle va aussi potentiellement pouvoir redonner des dés dans le lien de meute. Et on conseille aussi au début d'un nouveau scénario, entre deux scénarios, en fait, de faire jouer une chasse pour montrer comment les dynamiques des personnages joueurs et des loups évoluent entre les scénarios, puisqu'on le rappelle, c'est aussi quand même un jeu de rôle non seulement bac à sable, mais aussi dont l'objectif est qu'il y ait beaucoup de narratif et beaucoup d'interaction entre les joueurs, puisque chaque joueur a l'occasion de jouer un personnage humain qui va avoir ses relations avec chacun des autres personnages joueurs, mais il va aussi jouer un loup qui a aussi qui a aussi une relation particulière à chacun des loups des autres personnages joueurs. Ce qui fait qu'il y a énormément de connexions, énormément de relations différentes à jouer, et que ça peut créer plein de moments intéressants en termes de narration, de tension, de disputes, etc., etc. On donne des conseils sur comment incarner un loup. On a 3 pages ou 4 pages sur le combat, il me semble. Peut-être avec un exemple, c'est 6 pages. Donc on a vraiment 3 pages de règles, une page de règles additionnelles, 2 pages d'exemples. Le combat est assez simple. On peut potentiellement définir une initiative si on le veut, mais c'est pas obligatoire. Et c'est un jet en opposition qui fonctionne comme une passe d'armes. Donc c'est un petit peu similaire à ce qu'on pourrait faire dans du brigandine par exemple, mais le MJ va quand même lancer les dés. Donc par exemple, si un personnage joueur attaque un malfrat qui est un PNJ, le personnage joueur va faire un jet de dés, le malfrat qui est PNJ va faire un jet de dés, et celui qui fait le plus de succès va emporter l'opposition et infliger des dommages à l'autre. Les dommages vont dépendre de l'arme qu'on utilise, de l'écart en niveau de succès, etc. etc. Il y a un petit résumé, il y a le fait que petit à petit tu es blessé. À chaque fois que tu prends des niveaux de blessure, tu vas petit à petit avoir blessures légères puis graves qui vont donner des malus. Il y a des règles spéciales pour l'embuscade et le sous-nombre. Un bel exemple qui fait que c'est déjà un système simple, mais en plus plutôt clair. On parle des soins et on parle de l'expérience. Alors ce qui est marrant pour l'expérience, le seul truc que je noterais, c'est que on donne des points d'expérience à la meute, et ensuite la meute, les joueurs, pas les personnages, mais vraiment les joueurs, décident de qui obtient combien d'expérience.
L'objectif, c'est qu'au final, on trouve quelque chose d'équilibré. Quand on regarde sur 10 séances, tout le monde aura obtenu peut-être 10 XP chacun, mais peut-être que les joueurs décideront à la première séance de donner tout l'XP à quelqu'un qui a fait quelque chose de très classe ou qui en a bavé, puis à la deuxième séance de donner un peu d'XP à un tel, un peu d'XP à un tel, donc ce ne sera pas forcément équilibré à chaque séance. Je suis pas sûr, je sais pas trop comment je me sens par rapport à cette proposition. Moi, si je devais faire jouer Meute sur 10 ou 20 séances, je sais pas si j'emploierais ça. Peut-être que j'essaierai pour voir, mais je sais pas à quel point c'est quelque chose que je valide. Mais bon, c'est une idée comme ça. Ça fait qu'en fait, on donne, par exemple, on dit voilà, votre meute elle a 15 points d'XP et les joueurs décident quel PJ obtient combien de points d'XP. Pour améliorer notre personnage, après on peut dépenser cette XP, soit pour améliorer un attribut ou un vécu, pour acheter une spécialité ou un nouveau vécu, pour modifier une relation, pour améliorer une mémoire de meute, etc., etc. Et après on rentre dans une galerie de personnages, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on présente des PNJ, des organisations, des groupes, on parle d'une organisation qui connaît l'existence, une organisation humaine qui connaît l'existence des Neuris et de comment ils interagissent avec. On parle de cette organisation et de différents individus dans cette organisation. On parle des médiums qui peuvent avoir des ressentis, qui peuvent notamment voir une sorte d'aura pour les incarnés, les neuris, etc. Donc des êtres humains qui ont aussi des capacités un peu particulières. On parle de loutiers qui sont en fait des genres d'alchimistes ou de chimistes qui utilisent des composants organiques, notamment de neuris, pour fabriquer des potions particulières. Plein de créatures, donc ça nous donne une belle, je sais pas combien il y a de pages, on a commencé où la galerie? La galerie, on l'a commencé page 60, voilà, un ogre, un faune, une dame du lac, voilà, donc on arrive jusqu'à là, donc il y a bien 33 pages, 33 pages de présentation de différents personnages, créatures, donc ça permet vraiment d'avoir une saveur particulière à cet univers. C'est agréable à lire, il y a plein de bonnes idées, il y a toujours des petits encarts de SI qui donnent des conseils de scénario, des idées de scénario, donc c'est très cool. Et après, Mener les loups, c'est vraiment des conseils de comment créer sa campagne, comment la créer de façon collaborative, comment étoffer le cadre, développer une intrigue, différents moteurs d'intrigue que l'on peut exploiter pour mettre en jeu une campagne un petit peu voilà, dynamique. Et donc ça va être sur 7-8 pages de mémoire. Et ensuite, on a un cadre de jeu, le Gévaudan. Un cadre de jeu qui est vraiment sympathique. En fait, on nous explique en quelques pages vraiment le Gévaudan, la zone géographique. Il y a même une carte disponible. On nous donne des infos sur certaines villes, sur certains PNJ, sur une meute qui est présente là. Sur l'histoire du Gévaudan dans le passé, donc ça c'est bien parce que ça nous donne des idées de mémoire avec l'époque de la Gaule, avec le Moyen-Âge. Donc plein d'époques différentes qui nous permettent de nous dire bah voilà, on va pouvoir utiliser ces événements comme des mémoires pour notre meute. Il y a notamment toute l'époque de la bête du Gévaudan et on nous présente une meute entière avec des pré-tirés, donc ça peut soit être des pré-tirés pour un scénario, soit potentiellement ça peut être des PNJ qu'on exploite quoi. Donc il y a une meute avec différents personnages, les relations entre les personnages, des PNJ et la véritable histoire de qu'est-ce que la bête du Gévaudan. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça nous raconte un petit peu voilà, ce qu'on peut exploiter. Il y a un scénario d'introduction qui réutilise ce cadre, qui est plutôt court mais plutôt intéressant et qui en fait est un scénario d'introduction où quand on s'arrête à la fin du scénario, on a un cadre de jeu et une première partie et si on veut on peut faire une courte campagne avec voilà, en rajoutant un petit peu de complexité, en rajoutant un petit peu de couches à tout ça, on peut vite avoir une campagne de 6, 8, 12 séances en exploitant ce qui est là entre le cadre et le scénario d'introduction. Voilà. Et après on a un lexique sur 2 pages et des pré-tirés 2, 4, 5 pré-tirés et des pré-tirés dans une autre époque. Voilà. Donc ce cadre, en gros, si on prend en compte, sans en prendre en compte les pré-tirés, ça va de la page 147 à 102, donc il y a bien 45 pages de cadre et de scénario d'intro, ce qui correspond, et ce qui est une transition parfaitement trouvée, au supplément qui est le supplément Errance. Et dans le supplément Errance, en fait, on a 4 différents
4 différents settings, et chacun de ces settings est un petit peu similaire, pas forcément traité de la même façon, mais similaire au supplément, au setting du Gévaudan du livre de base. Donc le Gévaudan, livre de base, c'était un setting et un scénario d'intro créé par Julien Moreau. Là, dans Errance, c'est 4 settings et 4 scénarios liés à chacun de ces settings qui sont écrits par 4 auteurs différents. Donc Julien Moreau a simplement écrit les dernières pages de ce supplément qui s'appelle Pour quelques règles de plus, mais les 4 settings sont écrits par d'autres auteurs. Donc on a Les Ardennes qui a été écrit par Romain D'Huissier, le Luberon par Ouari Benkera, les Pyrénées par Benoît Felten et Paris par Benjamin Dibling. Ces 4 settings, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais parcourir le livre très très vite avec vous. Ces 4 settings qui sont intéressants, proposés de façon... chacune a ses spécificités. Donc des fois, quelqu'un qui va lire un setting va l'apprécier plus que quelqu'un d'autre et inversement. Personnellement, mon avis personnel, c'est que le dernier setting, celui de Paris, est celui qui m'a le plus motivé à me dire j'ai envie de faire jouer du meute, notamment du fait que c'est un cadre un peu particulier. On joue dans Paris, donc on joue dans une grosse ville plutôt que de jouer à la campagne, donc ça s'éloigne un petit peu de tout ce qu'on a vu dans les 3 autres settings de ce livre là et dans le setting du Gévaudan du livre de base. Et il y a pas mal d'idées de connexion avec des PNJ et aussi de connexion avec des choses qui sont dans le livre de base, qui je trouve sont bien trouvées et amènent très rapidement un cadre qui donne envie de faire une mini-campagne. Pas forcément quelque chose de très long, mais voilà, 6-8 séances, peut-être 10, il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique, notamment avec le setting de Paris. Mais les 3 autres settings sont aussi très bien écrits et proposent chacun des éléments qui sont assez spécifiques et permettent d'avoir une expérience renouvelée sur Meute, j'ai envie de dire. Donc le premier setting, c'est sur les Ardennes. Donc on se concentre surtout sur le parc régional et sur une créature importante qui est dans ce parc régional. Et à chaque fois, on a un setting d'une 30aine de pages, plus un scénario d'une 10aine de pages. Le deuxième setting, on est sur le Luberon, où là, on va avoir plus d'infos, notamment sur le passé. C'est assez intéressant, même si c'est assez, on va dire, encyclopédique, mais ça donne plein d'infos et plein de trucs utiles pour jouer des mémoires. Et ce setting-là parle notamment des Vouivres avec toute une intrigue plutôt bien ficelée qui peut amener pas mal comment dire, de parties avec des infos cachées, des retournements de situation, c'est assez cool. Après, on a les Pyrénées, 3e setting, plutôt dans les montagnes. De mémoire, celui-là, il y a pas mal de trucs liés à l'écologie, avec notamment l'idée de proposer aux joueurs d'être pour ou contre l'établissement d'un barrage. Je crois que c'est dans ce scénario-là, j'ai un doute, mais... ouais, c'est ça. Il y a l'établissement d'un barrage et à quel point ce barrage va impacter la meute, à quel point il va impacter les locaux autour, et du coup, toute une idée de scénario d'intro et de setting qui va être en lien avec ce barrage et comment la meute doit se positionner. Et après, on va avoir Paris, avec le fait que donc c'est un setting de Paris qui est assez chouette parce que ça nous fait un setting officiel, même si on joue une meute qui n'est pas une des 2 meutes de Paris. On peut très bien jouer une meute qui de temps en temps va à Paris et est confrontée à ces meutes-là, donc c'est chouette. Mais donc l'idée en fait à Paris, c'est qu'il y a vraiment 2 zones, 2 meutes qui, même si ce sont des meutes, on va dire, rivales ou qui ont un territoire différent, ont tendance à s'entraider, notamment parce que Paris est un concentré de choses paranormales, fantastiques, merveilleuses. Donc on nous parle de pas mal de spécificités de Paris. C'est assez facile de rentrer dans le Paris qu'on connaît, mais aussi le Paris de Meute, et avec un scénario qui fait qu'on se met un petit peu en relation. En fait, on joue, dans l'idée du scénario, on joue une meute, une des 2 meutes, et la deuxième meute est présentée. Et donc en fait, on peut potentiellement voilà, jouer une des 2 meutes, être en relation avec l'autre meute, et il y a un peu une tension qui s'installe entre les 2 meutes. Pourquoi je parle pas, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça crée des relations intéressantes entre 2 meutes. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça emploie notamment un personnage, un PNJ
qui est assez intéressant, assez important, et qui le développe un peu et le propose comme antagoniste, qui est déjà présenté dans le livre de base et qui est plutôt un antagoniste, on va dire, de haute voltige. Donc un setting plutôt chouette. Et après on a 5 ou 6 pages, pour quelques, même peut-être 4 pages, pour quelques règles de plus. Donc en fait des ajouts de conseils et de règles supplémentaires pour la création de personnages. Ça parle de vécu et de relations. Et ça propose aussi des nouveaux traits de loup, le fonceur, le mystique, etc. etc. Et quelques options de combat supplémentaires, charger, encaisser, voilà. Mais pas grand chose de plus sur ces quelques pages. Ça rajoute voilà, quelques petites règles. Mais donc un supplément de 160 pages qui est plutôt digeste et aussi en fait peut être consommé en 4 différentes en 4 fois. On peut tout à fait simplement l'ouvrir pour un setting, lire un scénar, voir si ça nous plaît ou pas, potentiellement le faire jouer, que ce soit simplement sur 1 ou 2 parties ou 3 parties, ou sur une micro-campagne de 6, 7, 8 parties. Et plus tard reprendre un autre setting, relire une partie du bouquin. Donc c'est pas forcément un bouquin qui va se lire de A à Z obligatoirement. Voilà. Donc ça c'était pour les 2 gros livres, et en plus de ça, on a, comme je le disais au début de cette vidéo, 2 suppléments, hein, donc enfin 2 petits livrets. Dans le premier livret qui est paru avec l'écran, on a 2 scénarios qui s'appellent donc Chloris pour le premier et La Torque d'Or pour le deuxième. La Torque d'Or m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais de mémoire, c'était... Ah si, alors ce qui était intéressant avec la Torque d'Or, c'était que ça mettait... Je trouve que ça proposait une vision différente de ce dont on a l'habitude sur certains mythes ou sur certains thèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve qu'il y avait une proposition à contre-pied qui était assez intéressante. Et Chloris, c'est vraiment par contre un scénar que j'ai bien aimé lire et que j'aimerais faire jouer. Il y a vraiment 1 ou 2 idées très chouettes et qui méritent d'être lues et méritent d'être testées à table. Je pense que ça peut apporter des parties intéressantes. Donc le supplément qui va avec l'écran, je le conseille notamment fortement pour son premier scénario qui s'appelle Chloris et qui doit faire 18 pages, quelque chose comme ça, 15 pages. 17 pages en comptant les annexes. Voilà, et dans le dernier petit bébé, qui est un supplément de 2 scénarios qui étaient sortis en même temps qu'Errance, ça avait été débloqué pendant le financement participatif. On a aussi 2 scénarios, donc on en a un qui s'appelle Retour à la forêt et un autre qui s'appelle La vengeance d'un druide. 2 scénarios plutôt bien. Il y a peut-être un de ces scénarios. Le deuxième scénario, La vengeance d'un druide, il se déroule dans les Pyrénées, donc on peut notamment utiliser le setting des Pyrénées, donc ça c'est pas une mauvaise idée. Dans le premier scénario, ça se déroule dans les Ardennes, donc pareil, on peut utiliser le premier scénario dans les Ardennes. Donc en fait, ce qui est pas mal, c'est que tous ces scénarios-là, ils sont très souvent connectés à un setting, puisque je ne l'ai pas dit, mais dans le premier, notamment la Torque d'Or, c'est dans le Gévaudan. Et Chloris, par contre, c'est à Provins, donc c'est pas forcément connecté, mais on pourrait tout à fait, par exemple, avoir une meute de Paris qui va à Provins pour un week-end ou un truc comme ça et qui joue ce scénario-là. Donc à chaque fois, ces petits scénarios-là qui sont dans des suppléments, ils sont en lien ou facilement connectés avec un setting existant, un des 5 settings existants, puisqu'on a 5 settings, un dans le livre de base pour les Gévaudan et 4 dans Errance. On a les Ardennes, le Luberon, les Pyrénées et Paris. Voilà pour le tour d'horizon de cette gamme. De mon côté, j'ai vraiment bien aimé la lecture. J'ai pas été transcendé par les règles de base et par le setting. On va dire le setting, il y a des bonnes idées, mais c'est pas, ça m'a pas retourné la tête. Et les règles sont suffisamment simples et bien écrites et bien expliquées pour que ce soit digeste et que ça ne me pose pas de problème de me dire pourquoi pas MJ meute, les règles ça me va, le setting ça me va. Mais il n'y avait rien de transcendant qui m'a vraiment fait exploser en mode waouh, ça c'est fou, j'ai envie de le tester.
Mais c'était voilà, des lectures agréables. Ce qui m'a vraiment intéressé à la lecture, c'est plus tout ce qui va être vraiment, notamment la gestion des relations et la gestion de la prégnance, donc le réveil du loup. Ces deux points-là, je trouve que c'est ce qui fait le sel de Meute, et c'est ce qui peut apporter vraiment une particularité au jeu. Et si je dois ajouter un troisième point quand même, c'est le système de mémoire et le système de souvenir, quoi. Donc personnellement, et ça n'engage que moi, mais personnellement, j'aurais tendance à conseiller Meute si vous avez envie de jouer des parties où il y a énormément de relations, que ce soit entre les personnages joueurs ou entre les personnages joueurs et des personnages non joueurs, beaucoup de discussions, beaucoup de drama, de relations, de secrets cachés qui sont révélés, de disputes, de choses comme ça. Si on a deuxième point aussi, si on a envie d'avoir des personnages joueurs, des joueurs qui incarnent des personnages qui ont cette âme en eux, cette âme loup en eux, avec laquelle ils doivent négocier et qui parfois explose ou prend le dessus. Donc ça, c'est un deuxième point. Et ce qui, je pense, moi, m'éclaterait, c'est aussi l'idée de pouvoir faire jouer à différentes époques, et notamment dans une moindre mesure, c'est chouette de pouvoir simplement faire des petits flashbacks, utiliser les mémoires pour avoir des bonus, raconter des petites histoires de temps en temps dans le passé, mais ce qui doit être vraiment génial dans une partie de Meute bien préparée, c'est de vraiment avoir des mémoires bien cadrées, pas forcément cadrées, mais bien détaillées, et donc jouer à 3 époques différentes et alterner des scénarios qui se passent parfois entièrement dans une époque. Donc on pourrait tout à fait, partie 1, jouer au 21e siècle, partie 2, jouer Révolution française, partie 3, jouer au Moyen Âge, partie 4, faire une première heure au Moyen-Âge, une deuxième heure en Révolution française, partie 5, jouer, enfin une première partie, une deuxième partie, et partie 5, revenir au 21e siècle, par exemple. Donc quelque chose où on ne se contente pas de 10 minutes de flashback, mais on a vraiment un jeu entier à différentes époques, où on joue des personnages humains qui ne sont pas du tout connectés, mais où les âmes loups sont connectés, et quand tu joues au 21e siècle, ben, ton âme loup et donc ton personnage joueur ont les souvenirs de ce qui s'est passé au Moyen-Âge et à la Révolution française. Et ça, je pense, ça peut être vraiment chouette. Parfois, ça peut être un peu compliqué de retomber sur ses pattes, mais ça doit apporter vraiment quelque chose de frais. Et tant qu'à faire ça, essayer de connecter les histoires entre elles, notamment du fait de ces incarnés, et notamment du fait de tout ce qui est fantastique et merveilleux dans l'univers. Je pense qu'il y a un truc intéressant où tu commences au 21e siècle en mettant en place des intrigues, mettant en place un antagoniste, des choses qui vont se dérouler, qui vont avoir lieu, et que quand tu reviens dans le passé, tu obtiens petit à petit des infos, des clés, des clés de compréhension qui seront connectés et qui te donneront du jeu, et te donneront des infos, et te donneront des solutions pour le 21e siècle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur ces points-là. Voilà, donc globalement un très bon jeu. Quelques points qui, moi, m'ont pas convaincu, mais ce serait au global très positif. Tout est en noir et blanc. C'est probablement en partie pour des raisons de coût, d'impression. Ça donne un style particulier, c'est pas désagréable, mais il y a 2, 3, 4 illustrations, je pense, qui auraient été vraiment chouettes en couleur, mais c'est pas désagréable de l'avoir en noir et blanc. Et concernant tout ce qui est mise en page et écriture, c'est clair à lire, facile à comprendre. Il y a un seul petit point, peut-être, si je reviens je vais revenir dans le livre de base. Ce que j'aime pas trop avec la mise en page, c'est le fait que tout est justifié, ça c'est cool. Donc dès qu'on a un paragraphe, on est justifié. Mais par contre, dès qu'on rentre dans une mise en page avec des points, dans ce cas-là, dès qu'il y a des points, on n'est plus justifié, on est aligné à gauche. Et ça, ça m'a
ça m'a pas plu. Voilà, c'est très personnel, mais ça me casse dans ma lecture. Et donc là, par exemple, je suis content d'avoir du justifié là. Et dès que j'arrive ici, boum, j'ai toute une colonne où c'est pas justifié. Et je trouve ça désagréable à lire. Donc c'est le seul petit point négatif que je relèverais en termes de qualité d'écriture, qualité de mise en page. Le reste est vraiment clair, propre et professionnel. Donc vraiment un plaisir à lire, un plaisir à découvrir. Ce sera peut-être un jeu que j'essaierai de faire jouer en 2025, au moins sur un scénar d'intro si j'ai l'occasion, sur une courte campagne si je peux. Je verrai, mais en tout cas, une belle découverte. Je vais vous laisser avec ces derniers mots. N'hésitez pas à vous procurer Meute. Il est toujours disponible dans les bonnes crèmeries. Je vais m'arrêter là, vous dire à bientôt et vous souhaiter bon jeu.